Chers étudiants, bonjour. Donc, nous allons voir aujourd'hui un cours important qui concerne l'exploration du chimique du métabolisme du glucide. Ce cours va être divisé en deux parties. La première partie va concerner surtout les glycogénoses et les atteintes qui touchent le métabolisme des autres sucres autres que le glucose. Et la deuxième partie va concerner surtout les atteintes qui touchent le métabolisme du glucose, à savoir surtout le diabète et les hypoglycémies. Les objectifs pédagogiques de ce cours, donc l'étudiant à l'issue de ce cours doit connaître les troubles du métabolisme des glucides, connaître les éléments biologiques et cliniques du syndrome métabolique, connaître les paramètres biochimiques utilisés dans l'exploration du métabolisme des glucides, savoir interpréter les examens biologiques statiques et dynamiques, définir biologiquement le diabète sucré en distinguant ses différents types, hiérarchiser les paramètres biochimiques du diagnostic du diabète sucré et de son suivi biologique, connaître les différents mécanismes physiopathologiques du diabète, connaître les différentes complications biologiques du diabète et évaluer biologiquement une hypoglycémie et lister ses causes. Donc, comme vous savez, les glucides ont différents rôles au sein de l'organisme. Donc, ils ont surtout un rôle énergétique, production énergétique ou mise en réserve sous forme de glycogène. Également, synthèse de glycoprotéines et de mucopolysaccharides, de macromolécules, ce qu'on appelle les glucides constitutionnels, tels que les glycoaminoglycanes et les mucopolysaccharides. Et on a également la synthèse des nucléosides, donc le ribose et le NADPH, l'épuration des produits insolubles et toxiques et l'interrelation métabolique, comme par exemple le glycose 6-phosphate qui peut avoir plusieurs carrefours métaboliques en fonction des besoins cellulaires. Les sucres apportés par l'alimentation sont transformés donc en glucose et stockés sous forme de glycogène en intracellulaire, surtout au niveau du foie, et également au niveau musculaire, et qui est utilisé sous forme de glucose, qui est la principale source d'énergie. Donc le glucose, il a principalement trois sources, donc exogène à partir de l'alimentation, endogène, soit à partir de dérivés non glucidiques par la voie de la néoglycogénèse, ou à partir de dérivés glucidiques, c'est-à-dire à partir de la dégradation du glycogène, donc par la voie de la glycogénolyse qui se fait surtout au niveau hépatique ou musculaire, et qui fait intervenir donc deux enzymes, l'enzyme débranchante agissant sur les liaisons alpha-1,6 et la phosphorylase hépatique ou musculaire qui hydrolyse donc les liaisons alpha-1,4. Donc ceci c'est un schéma, donc, juste pour un rappel, donc vous avez le glycogène donc, qui avec des liaisons alpha-1,4 et des branchements alpha-1,6. Donc nous avons d'abord une phosphorylase qui va commencer à libérer les unités de glucose sous forme de glucose 1-phosphate. D'accord. Donc il nous reste par exemple une petite branche de 4 unités. Donc on va avoir un transfert de 3 unités donc, sous l'action du transférase. D'accord. Ensuite on va avoir libération, donc l'intervention de l'enzyme débranchante, alpha-1,6 glycosidase ou débranchante qui va donc libérer ce glucose sous forme de glucose libre. Donc la majeure partie vont être libérées sous forme de glucose 1-phosphate et on a une partie sous forme de glucose libre. Ce glucose libre va être donc phosphorylé par une phosphorylase et donc on aura le glucose 1-phosphate. Sous l'action de la phosphoglycométase, donc on va avoir une isomérisation, donc le phosphore il passe de la position 1 à la position 6 et on aura le glucose 6-phosphate. Et sous l'action d'une phosphatase, on va donc libérer le glucose. Alors, toute interaction ou trouble de la chaîne métabolique entrave l'activité cellulaire normale et entraîne un déséquilibre fonctionnel se manifestant donc par une pathologie métabolique pouvant être congénitale ou acquise. Le diagnostic de ces pathologies est donc avant tout biologique et surtout biochimique. Les différents troubles du métabolisme glycidique, donc vous avez 4 parties, donc les atteintes qui touchent le métabolisme du glycogène, à savoir les glycogénoses primitives et surcharge glycogénique secondaire. Vous avez les mycopolysaccharides, donc principalement mycopécidose et les mycopolysaccharidoses. Les atteintes qui touchent le métabolisme du galactose et du fructose et du maltase, donc galactosémie congénitale, l'intolérance au fructose et fructosurie, et la carence idiopathique en maltase.
Et vous avez enfin le diabète sucré et les hypoglycémies qui concernent le métabolisme du glucose. Donc on va commencer par les glycogénoses primitives qui sont des affections héréditaires. Donc c'est des anomalies dans les gènes qui codent des enzymes impliquées dans les différentes étapes du métabolisme du glycogène, donc, qui vont entraîner l'accumulation du glycogène dans les cellules d'un ou plusieurs organes ou tissus de l'organisme. Donc, comme j'ai dit, ce sont des infections qui sont secondaires à un déficit enzymatique parce qu'il y a une anomalie du gène. Donc, déficit enzymatique portant sur les enzymes lysosomiales intervenant dans la synthèse, soit la synthèse, donc synthèse du glycogène, la dégradation du glycogène ou son recyclage. Le diagnostic est confirmé par la biopsie et la mise en évidence du déficit enzymatique. Donc, selon l'enzyme déficiente, il existe différents types de glycogénose. Donc, vous avez le type 1, la maladie de von Gierke, c'est la plus fréquente. Donc là, le tableau nous montre donc les différents types en fonction de la localisation, hépatique ou hépatomusculaire, et vous avez ceux qui sont purement musculaires. Donc le type 1, donc il est hépatique. L'enzyme déficient, c'est le glycosylphosphatase. Donc vous avez le type 1A qui est le von Gierke, et le type 1B, c'est le glycosylphosphatase translocase qui est déficiente. Là, c'est la localisation du gène et là, c'est le tissu qui est concerné. Vous avez le type 3, c'est l'amylo-alpha-1 glycosidase ou l'enzyme de branchante qui est déficiente, qui peut se voir au niveau du foie et au niveau du muscle. Le type 4, enzyme branchante. Le type 6, glycogène phosphatase hépatique. Le type 6, le type 9, phosphorylase B kinase. Et le type 0, c'est glycogène synthase. Donc, en fonction de déficience de chaque enzyme, on peut avoir un type de glycogénose. Pour ce qui est de glycogénose musculaire, vous avez le type 2, ou la maladie de pompe, qui est la forme la plus grave parce qu'il y a des atteintes cardiaques. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'elle est la forme la plus grave. Donc, l'enzyme, c'est la maltase acide ou l'alpha-1,4 glycosidase acide qui est déficiente. Vous avez le type 5, Mark Ardel, glycogène phosphorylase musculaire. Le type 7, phosphofructokinase musculaire. Et le type 8, c'est la phosphorylase B kinase qui est déficiente. Ensuite, on peut avoir donc, différents types de tableaux. Donc, les troubles hépatiques sont surtout dans le type 1, 3, 4 et 6. Les troubles musculaires surtout dans le type 2 et 5. Et les troubles cardiaques dans le type 2, la maladie de Pompe, qui, donc on a dit, c'est surtout les troubles cardiaques, d'où la gravité donc, de son pronostic. Donc ce schéma, donc, sous cette figure montre donc, le métabolisme du glycogène. Donc vous avez la partie qui concerne la synthèse et la dégradation du glycogène, d'accord? Et la partie qui concerne la glycolyse, dégradation du glycosylphosphate vers pyruvate et lactate. Et donc on va avoir, avec la localisation des déficits enzymatiques des différents types de glycogène. Donc vous avez par exemple ici la partie, le type 1 qui concerne le glycosylphosphatase, donc cette enzyme qui est responsable de la transformation du glycosylphosphate en glucose. Donc une fois on libère le glycosylphosphate à partir du glycogène, donc si on a une déficience de cette enzyme, donc on va avoir une accumulation du glycosylphosphate. Alors cette accumulation par exemple du glycosylphosphate dans la maladie de type 1, donc dans le déficit du glycosylphosphate, donc, va avoir donc, des conséquences métaboliques. Les conséquences métaboliques, puisqu'on a un déficit en glycosylphosphate, donc on n'aura pas la transformation du glycosylphosphatase, on n'aura pas la transformation du glycosylphosphate vers le glucose, et donc on aura une accumulation du glycosylphosphate, donc ce qui va entraîner donc, une accumulation du lactate à partir du pyruvate, donc ça va donner une acidose lactique.
on va avoir une accumulation de l'acide urique et donc ça peut provoquer de la goutte, ça peut donner de la goutte. Et également, on va avoir une accumulation des triglycérides puisqu'on va avoir une production élevée des acétyl-CoA. Donc, trois conséquences métaboliques, donc augmentation de la concentration de lactate, des triglycérides et de l'acide urique. Concernant les mucopolysaccharides, qui sont des glycoaminoglycanes, ce sont des polysaccharides qui contiennent donc des acides aminés, donc ils existent sous deux formes, soit forme libre qui est neutre ou plus ou moins acide selon la présence d'acide sialique ou de groupes sulfatés. Et vous avez la forme combinée des protéines qui donne donc ce qu'on appelle les glycoprotéines. Ces mucopolysaccharides sont surtout abondants dans les tissus interstitiels, dans le mucus des glandes salivaires, digestives et bronchiques. Donc on va commencer par la mucoviscidose, qui est une maladie assez fréquente. Elle touche environ 1 cas sur 3000 naissances dans le monde. C'est une affection familiale héréditaire transmise selon le mode récessif et qui est caractérisée par la sécrétion par toutes les glandes exocrines de l'organisme de mucosité trop riche en protéines et trop visqueuse, responsable donc d'obstructions canaliculaires multiples touchant surtout le pancréas et surtout le pancréas exocrine et les poumons au niveau des bronches. Alors la mucoviscidose, elle est due à une mutation de la protéine CFTR, donc qui est codée par un gène situé sur le bras long du chromosome 7 et qui contrôle, donc ce gène contrôle les canaux à chlore à travers les membranes des cellules épithéliales. Et donc en conséquence, on va avoir une diminution du transport du chlore à travers ces membranes et par conséquent une altération des sécrétions muqueuses qui deviennent donc épaisses et adhérentes, ce qui donc provoque des obstructions canaliculaires multiples, comme j'ai déjà dit, donc au niveau du pancréas exocrine, au niveau des bronches pulmonaires, au niveau des voies biliaires et également au niveau de l'ensemble du tube digestif. Le diagnostic, vous avez le tableau clinique, donc différents tableaux cliniques selon le siège de l'obstruction, au niveau des voies biliaires, pancréas, mais c'est surtout au niveau des bronches. On a également le test de la sueur qui est positif. C'est quoi ce test de la sueur? C'est qu'on va donc mesurer la concentration de chlore au niveau dans les sueurs et qui va se retrouver élevée. Chez l'adulte, elle est supérieure à 70 mg milli-équivalent par litre et chez l'enfant, supérieure à 60 milli-équivalent par litre. Le FR, donc on va avoir un syndrome obstructif et restrictif. Et également l'étude génétique qui est importante, surtout dans le cadre du diagnostic anténatal, donc, qui se fait par biopsie du trophoblaste à la 8e ou 10e semaine de la vie utérine. Par exemple. Les mucopolysaccharidoses représentent un groupe de maladies infantines rares. Donc c'est des affections métaboliques héréditaires transmises également selon le mode autosomique récessif. Elles sont caractérisées par des défauts congénitaux d'enzymes spécifiques qui entraînent donc l'accumulation de certains polysaccharides dans les tissus et également de manifestations cliniques qui sont variables. Donc on a différents. Vous avez le type 1 avec consistance accumulée d'hermatane sulfate et l'héparitine sulfate. Pareil pour le type 2. Le type 3 également l'héparitine sulfate. Le type 4, c'est la kératosulfate qui est accumulée. Et le type 6, c'est la dermatane sulfate. On passe maintenant à la galactosémie congénitale. Donc le galactose, on va voir les autres os qui peuvent emprunter la voie glycolytique. Vous avez surtout le galactose et le fructose. Donc la galactosémie congénitale, c'est une enzymopathie héréditaire autosomique récessive rare. Donc le terme de galactosémie désigne deux erreurs innées du métabolisme. Donc on peut avoir soit la galactosémie classique qui est due à un déficit en galactose 1-phosphatase uridyltransférase qui est typiquement associé à un cataracte, un retard mental et une cirrhose. Et le deuxième type qui est dû à un déficit en galactokinase qui entraîne principalement une cataracte. Donc, comme vous savez, le galactose peut emprunter la voie glycolytique. Donc, il peut être soit phosphorylé, donc on a deux possibilités, soit en position 6
On aura donc le galactose 6-phosphate, mais là, l'exokinase, elle est surtout saturée par le glucose, donc, donc elle peut être phosphorylée sur le carbone 1 par la galactokinase hépatique. Donc on va avoir le galactose plus l'ADP. Donc sous l'action de la galactokinase hépatique, on va avoir donc le galactose 1-phosphate. Ensuite, à la suite de l'intervention de l'iridylite transférase, donc on va avoir transfert du groupement phosphorique, donc le galactose 1-phosphate plus UDP glucose. Donc on va avoir du glucose 1-phosphate plus l'UDP galactose. L'UDP galactose, donc il sera transformé en UDP glucose par l'UDP exose 4' épimérase. Donc le glucose 1-phosphate, donc il sera isomérisé sur l'action de la phosphoglycomitase en glucose 6-phosphate qui est donc un substrat de la glycolyse. Donc les déficits peuvent concerner soit la galactokinase ou l'uridyl transférase. La déficience en galactokinase, elle s'accompagne de galactosémie et de galactosurée, donc augmentation de la concentration sanguine et urinaire du galactose. Lorsque le galactose est présent dans le régime, donc si on a un déficit en galactokinase, il peut être donc réduit, au lieu d'être phosphorylé, il va être réduit par l'aldoexose réductase en présence de l'ADPH+, en galactitol dans le foie, le cristallin, le tissu nerveux et les vésicules séminales. Alors, cette quantité élevée de galactitol peut donc provoquer la cataracte. Le déficient en uridyltransférase provoque également la galactosémie et la galactosurie et une accumulation du galactose 1-phosphate et du galactitol dans le foie, les reins, le cristallin, le tissu nerveux peuvent entraîner également un dysfonctionnement du foie, un retard mental et la cataracte due à la concentration élevée du galactitol. Maintenant, le glucose 1-phosphate inhibe les enzymes de la glycolyse et de la glyconéogenèse. Passons maintenant à l'intolérance héréditaire au fructose. Donc la source majeure du fructose, comme vous le savez, c'est le saccharose qui, après clivage, libère en quantité équimoléculaire du fructose et du glucose. La métabolisation du fructose débute par sa phosphorylation. Comme vous savez, le fructose également peut être phosphorylé soit en position 6, soit en position 1. Donc, en position 1, l'enzyme principale de la phosphorylation du fructose en fructose 1-phosphate donc, peut se faire sous l'action de la fructokinase hépatique au niveau du foie. Alors, si la concentration intracellulaire en fructose devient très élevée, donc une faible quantité est convertie en fructose 6-phosphate par l'exokinase. Mais la majeure partie, donc on va avoir une phosphorylation en position 1 et on va avoir donc transformation de fructose en fructose 1-phosphate et après 4 réactions, on peut avoir donc formation d'une 3-phosphoglycéaldéhyde donc qui peut emprunter donc la voie glycolytique. L'absence de l'une des enzymes clés nécessaires à l'entrée du fructose dans les voies métaboliques, principalement dans la voie glycolytique, donc peut entraîner des conséquences graves. Donc nous avons le déficit en fructokinase, donc provoque la fructosurie, d'accord? Donc fructose va augmenter et concentration urinaire, pareil, va être augmentée. L'absence de l'aldolase 2 entraîne donc le piégeage du fructose 1-phosphate. Alors, l'aldolase va entraîner donc un piégeage du fructose 1-phosphate au niveau intracellulaire. Donc ce fructose 1-phosphate peut ainsi s'accumuler avec comme conséquence une diminution du niveau intracellulaire du phosphate inorganique. Et comme le pool de phosphate est limité, il enregistre donc une séquestration d'une grande partie du phosphate disponible, une diminution de la production de l'ATP à partir de l'ADP et de phosphate inorganique dans le foie. Donc l'ADP et l'AMP non convertis en ATP vont s'accumuler et vont subir une dégradation
plus profonde avec, comme on l'a vu tout à l'heure, une conséquence métabolique, à savoir une augmentation de l'acide urique, donc une hyperuricémie et présence, c'est-à-dire apparition de la goutte. Alors le traitement il consiste à limiter strictement l'apport du fructose, donc du saccharose dans le régime alimentaire. Les examens, donc les examens biochimiques, l'examen de première intention et l'examen de deuxième qui va donc confirmer le diagnostic de première intention. Donc l'hypoglycémie postprandiale est l'élément clé pour la recherche du fructose. Si on a en plus des autres étiologies, on peut chercher donc le déficit enzymatique. Donc on doit rechercher la présence d'une concentration élevée de fructose. La recherche de fructose au niveau des urines, elle peut se faire par la glucardophilique. Donc la glucardophilique, elle permet donc la caractérisation des glucides, puis par la chromatographie. Enfin, l'exploration biochimique nécessaire pour confirmer le diagnostic. Donc, vous avez deux épreuves. Donc, d'abord, l'épreuve de charge en fructose. Donc, vous avez on donne 30 grammes de fructose par mètre carré sous forme de soluté à 20 grammes pour cent. Puis, on prélève pendant 180 minutes, donc à T0, c'est-à-dire avant l'ingestion de 30 grammes de fructose. Ensuite, 30 minutes, 60, 120 et 180 minutes après. Et on dose les deux paramètres, le glucose et le fructose. Alors, chez un sujet normal, normalement, la fructosémie, elle est de 0,15 à 0,20 grammes par litre après une heure. La glycémie, elle varie au cours de l'épreuve et la fructosurie et la glycosurie restent normalement négatives. Cependant, en cas d'intolérance au fructose, on va observer donc une élévation de la fructosémie qui va s'élever jusqu'à 1 gramme par litre et qui va persister plus de 2 heures. L'hypoglycémie va se manifester généralement à la 30e minute et atteint un maximum après une heure après le début du test. La deuxième épreuve qui est importante, c'est surtout la mesure de l'activité de la fructose 1,phosphate aldolase sur une biopsie hépatique, donc, qui peut permettre donc, de confirmer le diagnostic en montrant une activité qui est extrêmement faible. Donc nous avons terminé la première partie de l'exploration biochimique des métabolismes glucidiques. Donc dans la deuxième partie, on va voir surtout le diabète, le syndrome métabolique,